On va aller à Limoges pour la résidence Aimée. Alors la résidence Aimée, c'est une résidence intergénérationnelle. En fait, vous allez voir, ça s'intéresse au logement des seniors, puisque c'est 5 logements seniors avec des étudiants en médecine qui sont dans une colocation. Donc, vous avez à côté de moi Jean-François Déhoulière, qui est le directeur du développement de Noalis, et Benjamin Goutte-Fanjas, qui est chef de service de la politique de l'habitat à la ville de Limoges. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement dans votre projet, mais on va le voir au sein de votre présentation, c'est comment on réhabilite en centre ancien, puisque c'est le cas pour cette résidence. C'est votre programmation hybride. C'est l'usage imaginé et l'usage vécu, parce que cette résidence, elle a déjà 2 ans. Donc, il y a un retour d'expérience que vous pouvez nous faire. Et puis, c'est nous parler un peu beaucoup du process de conception et du montage et du modèle économique. Voilà. Je vous laisse la parole. Qui est-ce qui commence ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous accueillir. On va essayer de retenir votre attention sur un projet assez spécifique, une expérimentation, puisque à ce jour, il n'y en a pas d'autres. Mais nous espérons, et nos partenaires également, puisque nous, Noalis, on n'est qu'une partie du projet, de pouvoir pouvoir le dupliquer sur d'autres villes. Donc ce projet c'est un projet intergénérationnel et consiste à réaliser un seul bâtiment où cohabitent à la fois des personnes en légère dépendance, c'est-à-dire des personnes plutôt âgées, mais en légère dépendance. Alors, la dépendance, elle est classée selon des GIR. Là, c'est des GIR 5 et 6. Ça veut dire, GIR 1, on est en totale dépendance, GIR 6, on est en autonomie. Donc, GIR 5 et 6, c'est des personnes âgées, mais qui sont totalement autonomes, enfin, pratiquement autonomes, où on leur apporte juste une aide. Et puis des jeunes qui sont dans un cursus de formation. Alors, ça peut être la médecine, ça peut être une école d'infirmière, en tout cas, tout métier qui a un lien avec l'accompagnement. On n'est pas quand même dans la gériatrie, mais avec un lien quand même, une sensibilité sur l'accompagnement de ces personnes en besoin. Donc, le projet est parti, pour faire un rapide historique, d'une sollicitation d'un groupe de mutuelles qu'on appelle la Mutlog. La Mutlog, c'est la mutuelle du logement, qui a sollicité Action Logement pour mettre en place un projet expérimental. Action Logement s'est prononcé favorablement et rapidement, l'idée était de déterminer un emplacement, un site, une ville. Le tissu local a fait que la ville de Limoges a été sollicitée, a répondu favorablement, et M. Goutte-Fanjas y reviendra tout à l'heure, et rapidement un ensemble immobilier s'est dégagé en centre-ville. Ensuite, le projet en lui-même, je passerai peut-être tout à l'heure après sur... Oh, pardon, ça c'est pas moi. Donc là, vous avez tous les partenaires, j'y reviendrai tout à l'heure parce que bien évidemment, aujourd'hui existe le dispositif Action Cœur de Ville. Ce projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est en 2014. Donc, les premiers pas étaient en 2014. Action Cœur de Ville n'existait pas. Mais finalement, grâce à tous les partenaires qui s'affichent derrière moi, on a réussi à réhabiliter un bâtiment, pas seulement en logement, mais vraiment dans une logique de spécialité avec des prestations spécifiques. J'appuie vraiment pas sur le bon bouton. Non, Marseille, c'est bien Marseille. Alors voilà, vous avez le bâtiment derrière moi. C'est le bâtiment avec les menuiseries grises. Donc c'était vraiment un bâtiment ancien qui avait besoin d'être réhabilité, mais qui avait l'énorme avantage à la fois d'offrir certains volumes, alors avec des étages, mais il y a un ascenseur d'installer, mais surtout un emplacement très qualitatif, à la fois pour les jeunes et à la fois pour les personnes dépendantes. On est dans le centre-ville de Limoges, près du centre ancien, près des lieux de vie, près des transports en commun et près de tous les commerces et les services. Donc c'était à la fois un lieu qui était attrayant pour les personnes âgées qui peuvent encore tout à fait sortir en ville et les jeunes qui ont toujours besoin d'un lieu animé, en tout cas vivant.
Donc l'idée, c'est qu'on a réhabilité cette structure en créant au dernier étage, un appartement T4 de 80 mètres carrés destiné à la colocation des étudiants, parce que les 3 étudiants qui y sont aujourd'hui vivent en colocation. Et les étages en dessous, on retrouve une salle commune de 30 mètres carrés destinée à des activités communes. Ça peut être de la cuisine, ça peut être des jeux, ça peut être des expositions, des ateliers d'activités diverses et variées pour les personnes âgées, réalisés en présence des étudiants via un prestataire dont on a confié la gestion. Nous, Noalis, nous sommes que bailleurs. Nous avons signé un bail emphytéotique, nous avons construit, nous avons porté l'investissement, mais on a confié la gestion à la mutualité française Limousine. Alors, il n'y a pas qu'en Limousin qu'il y a une mutualité française, mais en tout cas, voilà, c'est eux qui coordonnent l'aspect prestation de service. Donc une salle commune, avec donc l'objectif, c'est de favoriser le lien intergénérationnel. Et ce lien, c'est pas qu'une belle phrase, c'est vraiment quand les locataires, quels que soient les locataires, jeunes ou personnes dépendantes, ils signent certes un bail, mais ils signent aussi une charte en rentrant qui leur explique les devoirs et les obligations, enfin les droits et les obligations de chacun. Ils signent aussi un protocole avec la mutualité pour tout ce qui est aide administrative, ménage et repassage. Enfin voilà, c'est la mutualité qui met ça en place. Et en parallèle, il y a également le CCAS de la ville de Limoges qui est intégré pour l'apport de repas à domicile. Voilà. Je vais pas y arriver, hein. Heureusement qu'il y a que 3 slides. Donc la gestion administrative, j'en ai parlé. Adom Limousin, c'est la filiale, enfin la structure de la mutualité qui apporte le lien, qui apporte l'assistance administrative, repassage, ménage ou d'autres tâches, faire les courses, par exemple. Et puis le CCAS de Limoges, je vous en ai parlé. Je vais passer la parole et après on reviendra sur les autres. Donc moi je vais plutôt parler du montage et en fait de la genèse du choix de cet immeuble, donc qui était un immeuble propriété ville, alors qui est devenu en fait propriété de la ville dans le cadre d'une préemption, puisque donc il est situé en fait sur un îlot qu'on appelle l'îlot Espace Cité, qui intègre en fait le musée de la Résistance, un espace de conférence Simone Veil et du coup une petite placette qui permettait de faire un réaménagement de voirie, donc placette sur lequel en fait on avait un foncier privé avant avec des garages qui étaient directement rattachés à l'immeuble. Donc la ville avait cette réserve foncière. Et puis du coup quand effectivement on est venu chercher la ville sur la présentation de ce projet de maison bigénérationnelle, on était dans un contexte en fait de changement d'équipe municipale avec une volonté d'affirmer une nouvelle stratégie en matière d'habitat. Donc ça correspondait pleinement à la nouvelle stratégie qui était de favoriser l'implantation en fait de logements sociaux en centre-ville par le biais d'acquisition-amélioration et effectivement de rééquilibrer le logement social à l'échelle de la ville. Donc on a mis toute une stratégie en place et du coup ce bien-là correspondait pleinement à l'objectif, alors notamment parce qu'on contraint aujourd'hui ce type d'opération par le biais des garanties d'emprunt qu'on n'octroie que sur certains secteurs du centre-ville et non plus sur toute la ville, et également par quelques subventions. Et puis aussi, quand on le peut, et c'est le cas ici, apporter en bail emphytéotique, donc un bail emphytéotique de 55 ans, un immeuble en valeur vénale, qui est quand même un immeuble qui vaut à peu près 180 000 €, donc qui permet aussi d'aider à l'aboutissement de ce type d'opération. Donc c'est pas un one shot, c'est une première expérimentation. La ville est venue justement aussi adhérer et demander à adhérer au programme Action Cœur de Ville pour continuer dans cette veine-là de faire d'autres projets d'acquisition-amélioration qui permettent d'intégrer un peu plus de mixité sociale aussi. Parce que pour petit chiffre intéressant, sur le secteur centre-ville, 6% de logements sociaux. Puis je vous fais pas, c'est la même histoire un peu partout.
40 à 45% dans des quartiers d'habitat social, donc avec des programmes de rénovation urbaine assez importants sur la ville. Donc l'idée également aussi de venir faire de la reconstitution de l'offre plutôt en centre-ville pour rééquilibrer et avoir un peu plus de logements sociaux. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur le montage. Donc nous, c'est à peu près ce qu'on souhaite continuer de développer, notamment aussi par du repérage. Et aujourd'hui, on travaille sur d'autres projets par du pré-repérage qu'on fait également dans le cadre d'une opération de restauration immobilière, avec des immeubles très dégradés. On a parlé de péril tout à l'heure, à l'image de ce qui se passe à Marseille. On a également en fait toute une liste d'immeubles qu'on a identifié, notamment avec un partenariat dans le cadre d'Action Logement. Et l'idée, effectivement, c'est de faire travailler l'ensemble des acteurs, bailleurs sociaux et autres porteurs, sur ce type d'opération et sur cette liste d'immeubles en priorité. Donc là, après, vous avez quelques photos de... Alors, vous avez les plans et puis les photos du bâtiment avec... là, c'est la salle commune. Il y a une cuisine thérapeutique avec quelques aménagements, une salle... Enfin, il y a la télé, il y a la clim. Voilà, c'est des choses spécifiques. Donc encore la salle commune. Vous avez donc ici le studio. Enfin, non, c'est le T4. Le T4 en colocation pour 3 étudiants. Alors, bien évidemment, qui dit personne même avec une légère dépendance, à Limoges, nous avons l'entreprise Legrand. Legrand, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'appareillage électrique en premier lieu, mais maintenant, plusieurs pistes de diversification. Mais en tout cas, la fondation Legrand, il y a une fondation, ils nous ont accompagnés sur ce projet. Et nous ont permis d'installer tout un tas de dispositifs domotiques qui permettent d'aider les personnes âgées. Alors ça va du chemin lumineux, les volets roulants électriques, la gestion de la lumière, les visiophones, dispositifs de téléassistance, enfin tout un package finalement de dispositifs techniques qui viennent permettre l'occupation de ces lieux par des personnes avec un niveau de dépendance certes léger, mais qui existe malgré tout. Je ne suis pas revenu sur, vous voyez, la maison aimée. La maison aimée, le aimé, donc on dit aimé, mais ça a une signification. Alors, c'est aimé, c'est aîné, infirmier, médecin, étudiant, résidence. Bon, on a ajouté plusieurs mots, mais en tout cas, c'était pour qu'il y ait un nom qui reste. Donc, c'est le maison aimée. Ensuite... Oui, le bilan, parce que bon, on a fait l'opération, aujourd'hui elle vit, des points positifs, certains points négatifs, mais comme je l'ai dit, c'est une expérimentation. Donc l'expérimentation sert à vocation normalement à être dupliquée et à s'améliorer. Donc les points positifs, c'est que les personnes âgées sont les mêmes depuis 2 ans. Voilà, donc elles se plaisent. Survivent. Non. Sont les mêmes, semblent satisfaites. Voilà, elles sont, parce que c'était aussi nouveau pour eux, hein, pour les occupants, qu'ils soient jeunes ou dépendants, c'est nouveau. Donc les personnes âgées sont les mêmes. On a un taux de satisfaction, on les suit régulièrement avec la mutualité qui gère les lieux, et semble-t-il, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est un bon point. En termes d'expérimentation, cette opération a finalement fait beaucoup parler. Souvent, chez les bailleurs sociaux, on fait des volumes, mais finalement, les opérations dont on parle le plus, c'est souvent les petits volumes très spécifiques. Donc cette opération a fait beaucoup parler d'elle, enfin on va dire dans le milieu HLM ou Action Logement. On a eu, je crois, pratiquement une dizaine de prix autour de cette expérimentation. Ça peut être des prix honorifiques, mais aussi des apports financiers qui ont permis de sortir ce type d'opération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Action Cœur de Ville n'existait pas à l'époque, mais on a obtenu un niveau de financement qui serait comparable aujourd'hui à ce qu'on peut avoir avec Action Cœur de Ville. Et par contre, le point peut-être un peu plus délicat, ça a été les étudiants. Et on a... de repérer les étudiants, de les motiver, de les attirer. Et les quelques conclusions qu'on peut faire aujourd'hui après 2 ans d'occupation, c'est de faire attention, on va dire, au moment de la livraison. Vous voyez, cette opération, elle a été livrée en décembre. Là, c'est pas la bonne période. Voilà. La véritable occupation s'est faite en septembre, après.
Donc ça, dans l'avenir, il faudra faire attention à ça. Travailler le partenariat avec les écoles, parce qu'il faut expliquer le concept, expliquer que les étudiants vont avoir un contrat de travail, même si c'est quelques heures qui peuvent rentrer dans leur cursus. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut l'expliquer parce que c'est pas commun. Il faut être dans une ville dite universitaire avec des écoles. À Limoges, nous avons un CHU, nous avons des écoles d'infirmières, plus d'autres petites écoles paramédicales, mais ça, c'est important parce que c'est quand même le public visé pour les jeunes. Il faut aussi, de manière générale, être dans une ville où le logement étudiant, parce qu'en fait, ce type de projet répond à la fois à l'isolement des personnes âgées, mais aussi au logement des étudiants. On en parle actuellement un peu plus, mais c'est pas franchement nouveau. Mais à Limoges, on n'a pas une pression immobilière comparable à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille. Même si à Limoges, les immeubles tiennent. Voilà. Mais il faut qu'ils soient occupés. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense que ce type de structure peut marcher à nouveau, mais marcherait mieux, ou encore plus facilement, dans une ville où les étudiants ont plus peut-être de mal à se loger. À Limoges, il y a de l'offre. Alors voilà, là, on a réussi, mais c'est que de petits volumes. Donc voilà, il y a toutes ces choses à prendre en compte avant de recommencer, mais de manière générale, c'est une belle réalisation dont on est fier, la ville en est contente. Les différents acteurs, alors je pourrais vous avez vu les logos tout à l'heure, mais les différents acteurs en parlent régulièrement, on paraît dans les revues spécialisées, donc tout le monde y trouve son compte. Les jeunes jouent le jeu, ce qui n'est pas forcément simple, c'est quand même deux populations, on va dire un peu... au debout quoi, enfin voilà. Donc il y a des histoires d'horaires, etc. Bien évidemment, elles veulent pas jouer au Scrabble à 22h. Donc il faut que les jeunes, voilà, comprennent toute la logique d'une personne âgée. Mais de manière générale, ça vit bien et ça suit sa vie et voilà, c'est une des réalisations, un des exemples qu'on peut faire en intergénérationnel. Grâce au concours de nombreux acteurs, et il n'y a pas que le bailleur, il y a le gestionnaire, il y a les financeurs, il y a les fondations. Voilà, il faut aller se battre pour avoir des financements, pour pouvoir rester dans un niveau de loyer, hein, parce qu'il y a quand même des niveaux de loyer. Il faut une ville qui donne un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'on ne paye pas le terrain. Enfin voilà, c'est un peu comme l'OFS finalement. Voilà, mais c'est important. Voilà. Merci. Est-ce que justement cette notion intergénérationnelle, elle peut prendre une autre forme, c'est-à-dire dans d'autres configurations, dans d'autres où elle est spécifique, toujours aller chercher les plus jeunes et les plus âgés? Est-ce que pour l'instant c'est l'urgence, si je puis dire, de notre société, bien sûr? Sur les territoires dont on parle, hein, Limoges, il y a quand même un vieillissement de la population, comme toutes les villes un peu détendues, mais et malgré tout, c'est une ville universitaire. Donc c'est vrai que quand on pense à l'intergénérationnel, on va peut-être, on pense plus rapidement à dire bon bah très bien, on a les jeunes, les personnes plus dépendantes, trouvons un habitat mixte qui permette de mêler les deux, etc. Mais là, c'est vrai qu'on a pensé à cet axe-là, mais parce que c'est venu d'une mutuelle également, enfin il y a peut-être une sensibilité là-dessus. Par contre, ça ne nous empêche pas de réaliser d'autres projets, aussi intergénérationnels, peut-être moins marquants que celui-ci, parce qu'on a des franges de population totalement... enfin, on est au debout, quoi, mais on peut aussi faire cohabiter des étudiants avec des actifs, tout simplement, comme on fait... Alors, c'est pas forcément dans des collectifs comme ça, dans des maisons collectives, c'est peut-être plus dans un aménagement d'individuel, parce que sur nos territoires, il y a aussi ça. Les gens veulent pas tous... Enfin, à Limoges, à Limoges, on peut avoir pour un prix d'un collectif un pavillon. Donc, il y a toujours... La personne aura toujours le choix, je sais pas, pour 180 000 € à Limoges, vous avez un beau T4 en centre-ville, dans un collectif, mais vous avez aussi un beau pavillon avec 300 mètres carrés de terrain. À deux pas, il n'y a pas de problématique de transport. Donc, il ne faut pas réfléchir à l'intergénérationnel que en centre-ville. Il faut qu'on le regarde, un peu comme a dit monsieur tout à l'heure. Ça peut être pas dans les centres urbains, ça peut être aussi dans des villes périphériques qui ont une offre de transport, une offre de service, parce que ça, il faut que ça reste quand même. Et là, on peut mêler au sein d'un lotissement ou des habitations groupées, des actifs et peut-être soit des jeunes, soit des personnes âgées, en dépendance, sous forme de petits hameaux
souvent des lotissements, on le fait chez Noalis, des logements de plein pied qui regardent sur une place centrale avec une salle commune. Mais là aussi, la collectivité comme Limoges ou comme d'autres communes doit participer. C'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait la collectivité et la pièce centrale. Après, on trouve des acteurs pour broder autour. Mais oui, l'intergénérationnel ne se limite pas aux jeunes et aux gens en dépendance, aux personnes en dépendance. Et justement, fort de ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que l'intergénérationnel, c'est justement maintenant devenu un sujet d'architecture? C'est-à-dire, est-ce que précisément dans ces espaces à vivre en commun, il y a là l'importance d'avoir un architecte pour les dessiner, le concevoir, même inventer peut-être des nouveaux modes de vie? Oui, c'est vrai que la plupart, maintenant dans nos projets, qu'ils soient classiques ou intergénérationnels, il y a toujours cette notion. Comme aujourd'hui il y a la notion de la performance thermique, nous aujourd'hui on prend toujours la notion de pouvoir loger, alors c'est de l'intergénérationnel, mais pouvoir loger tout type de population. Donc souvent, on travaille toujours avec des architectes, mais on les sensibilise tout de suite sur le logement doit pouvoir être adapté ou adaptable à différentes populations, parce qu'on ne logera pas que des jeunes et pas que des actifs ou pas que des personnes en dépendance. Donc on essaye que notre logement soit le plus modulable possible et qui touche la plus large population. Donc c'est vrai que ça rentre, comme aujourd'hui la performance thermique, dans une contrainte de conception. Voilà, on a des résidences où on va jusqu'au label H2S, c'est un label qui spécialise un tout petit peu enfin pas un tout petit peu quand même, qui est H2S, oui. Ça veut dire H2S, c'est haute sécurité sanitaire, je crois. Je veux pas vous dire de bêtises. C'est voilà, c'est quelque chose qui vient. Alors c'est un label délivré en ce qui nous concerne, c'est par la PAV. Je fais pas de pub, mais ça vient mettre un coup de projecteur sur une construction de réalisation destinée aux personnes en autonomie, en recherche d'autonomie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que les personnes jeunes ou que les personnes dépendantes dans l'intergénérationnel. Voilà, y aurait-il des questions? Mademoiselle, on va vous... Allez-y. Bonjour, je suis Vera Lizard-Zaburu, je suis directrice du programme Action Cœur de Ville pour Action Logement. Et c'est vrai que nous, on est très intéressés par ces expérimentations. Alors, vous le disiez, monsieur, à l'époque, notre financement n'existait pas. On a quand même une vraie problématique sur cette histoire ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir la concurrence de ces produits qu'on met en place en centre-ville pour faire revenir des habitants, que ce soit des personnes âgées ou des salariés, qui sont nous notre vocation première, le logement des salariés. Et c'est vrai que du coup, on réfléchit beaucoup à ce qui va faire la différence pour les personnes qu'on essaye d'attirer. Alors, les personnes âgées, on sait, elles veulent être plus proches des centres-villes, des médecins, des aménités, parce qu'elles se voient des vieillissantes et moins à l'aise dans leurs déplacements. Mais effectivement, quel va être le petit plus pour que des étudiants, des alternants, des salariés plébiscitent ces logements plus qu'un logement, alors s'agissant de jeunes qui n'ont pas forcément encore une famille, mais plus qu'un logement moins urbain, plus en périphérie, avec un jardin, etc. Et c'est vrai qu'une des pistes que nous, on essaye de promouvoir et de creuser, ce sont tous les services collectifs qu'on peut proposer, que ce soit des laveries de mise à disposition collective, parce que, ce sont des choses toutes bêtes, mais c'est vrai qu'un jeune, un alternant, un étudiant, le fait de ne pas avoir, soit d'aller à la laverie collective à l'extérieur de son logement, ou de ne pas avoir à investir dans cette première phase de vie dans une machine à laver, ça semble tout à fait trivial, je suis désolée voilà, mais je pense vraiment que c'est un sujet qui va faire que demain, ces logements vont avoir un vrai intérêt, et peut-être que pour une tranche de vie, une trajectoire résidentielle, mais ça aura pendant quelques années effectivement permis de redynamiser un centre, et puis ce sera ensuite un renouvellement des générations. Voilà. Merci. Autre question? Si je peux juste rebondir. Oui, je vous en prie. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que, alors du coup, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, effectivement, on est en train de faire financer une étude. Il y avait un atelier, le premier atelier, qui était sur les rez-de-chaussée commerciaux, parce qu'effectivement, alors Limoges, en fait, finalement, il y a un taux de vacances commerciales qui est pas énorme, et du coup, on a quand même des logements, on a beaucoup trop de locaux commerciaux par rapport à des villes de même strate. Du coup, l'idée, c'était justement de se réapproprier ces espaces-là, et notamment parce qu'on a des immeubles de centres anciens qui sont des immeubles un petit peu chandelles. On va pas pouvoir forcément aller faire de la grosse restructuration foncière avec du rassemblement d'immeubles les uns avec les autres. Et l'idée de cette étude, c'est justement voir quels sont les besoins qu'on peut amener sur ces rez-de-chaussée commerciaux en lien avec les logements qui vont rester des logements de petite taille, qui vont correspondre justement aussi à une mixité entre étudiants, jeunes actifs,
personnes qui arrivent en mutation sur Limoges, pour leur proposer des services qui sont liés à ces logements-là. Donc je voulais simplement rebondir là-dessus. Et on parle forme d'habitat, on a effectivement un enjeu aussi, il y a le collectif, et puis il y a le besoin effectivement et l'envie par rapport au logement individuel. Donc, la fameuse maison individuelle, aujourd'hui on a un phénomène qui est assez courant dans plein de villes de même strate, c'est effectivement la fuite des populations familiales sur les communes de première, deuxième couronne avec la construction. Donc on perd de la population et puis on en gagne au niveau de l'agglo. Donc là, l'idée avec le nouveau PLH qu'on a, c'est qu'on a réduit les droits à construire sur les communes alentours pour faire revenir ces populations-là. Mais ça suffit pas puisque vous n'allez pas forcément amener des personnes avec des profils enfants, etc., sur ce type de logement. Donc il y a la question de ces équipements et il y a la question de la forme aussi architecturale sur le logement neuf. Donc on a sollicité, on a eu un partenariat avec l'école d'architecture ENSA Paris-la-Villette là-dessus, où on a travaillé justement, on a fait travailler des étudiants sur un workshop, ils sont venus 4 jours, et justement à travailler sur ces nouvelles formes, en lien en fait avec aussi un dialogue promoteur qu'on a institué. C'est-à-dire qu'on a mis tous les promoteurs autour de la table, on a discuté avec eux et justement à venir travailler aussi à sortir du modèle de maison individuelle, du logement collectif de haut standing qui font tout le temps, même si il y a un besoin là-dessus aussi sur Limoges, mais il y a aussi besoin de faire du logement en prix qui puisse être accessible et avec un espace extérieur, puisque c'est la demande, donc il faut y répondre. Et on peut pas trop c'est faire formidable ce type d'expérience où vous mêlez justement des professions différentes pour innover, pour construire autrement, pour réfléchir aux usages. Qu'est-ce que ça a donné cet atelier? Après, vous avez vu l'évolution dans les programmes architecturaux qui sont sortis ou pas encore? C'est plutôt de la maturation, discours commun. Ouais, c'est encore de la maturation, c'est à travailler. Il y a quand même, aujourd'hui, on a des projets qui commencent à arriver où effectivement les promoteurs ils prêtent une attention particulière. Et en fait, on a une caserne de centre-ville qui est l'ancienne caserne militaire où on a justement un gros projet qui on l'espère, va permettre justement d'amener ces nouvelles formes-là. Donc, on est toujours en phase de travailler au niveau de ces ateliers, mais c'est entendu par les promoteurs et ils savent aussi que ça peut répondre à un besoin, à une demande. Et en plus, je pense que pour la ville, mais enfin là, c'est moi qui pense, mais dites-moi si j'ai tort, j'ai l'impression que pour la ville, ça vous permet d'être beaucoup plus exigeant sur la qualité architecturale, puisqu'ils savent le niveau d'exigence, il y a eu des ateliers, ce qui est possible de faire. Et puis, il y a une charte de développement urbain qui a été mise en place aussi avec l'arrivée de la nouvelle municipalité, donc il y a une écriture architecturale commune, ça a été signé par l'ordre des architectes, les fédérations du bâtiment, et en fait, dès qu'un projet se présente, on se réunit tous autour de la table, ABF, CAUE, élus de la ville à l'habitat, à l'urbanisme, les services habitat, commerce, et on se réunit tous autour du projet pour en discuter ensemble et justement aussi négocier un petit peu, que ce soit aussi bien sur l'aspect extérieur que la typologie et la forme et l'intégration urbaine. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir l'implication des écoles d'architecture sur ces domaines-là. Des workshops, ils en font tout le temps, mais qui soient aussi impliqués. On pourrait parler de l'école de Belleville, par exemple, sur des villages de la Sarthe, tout à fait intéressant, ou bien l'école de Clermont-Ferrand aussi, qui est un peu plus loin en Auvergne, développe justement des recherches. Donc on voit à quel point il y a un vivier dans les écoles d'architecture qui peuvent vous apporter des choses très précises sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Je regarde le monsieur participatif ici. J'en profite pour les référents villes pour vous dire que dans le cadre de cette action Cœur de Ville, que ce soit l'ordre des architectes avec les antennes régionales, que ce soit les CAUE, ils sont mobilisés, ou les écoles d'archi sont partenaires, ils sont donc mobilisés, ils sont prêts à vous aider, ils nous ont répondu favorablement, donc surtout n'hésitez pas à les mobiliser pour vous accompagner, pour travailler avec vous sur votre, on va pas dire sur le règlement de la consultation, c'est-à-dire sur les orientations programmatiques, ce qui en fait c'est les ambitions que vous pourriez avoir sur le site, que les mettre dans vos jurys. Enfin, n'hésitez vraiment pas. Ce sont des gens qui sont à votre disposition et qui, plus qu'à votre disposition, ils ont envie de travailler avec vous. Voilà. Y aurait-il une dernière question avant que Sylvie?
Merci Sylvie Leclèche, ministère de la Culture. Je voulais vous demander si dans ce type de projet urbain, il y avait une intégration d'une problématique liée à d'anciens jardins urbains ou d'anciens espaces délaissés sur lesquels il n'est pas possible de construire des extensions neuves par rapport à un bâti ancien et que vous auriez intégré comme espace collectif partagé et très intergénérationnel. Alors, malheureusement, sur ce site-là, il n'y avait pas d'espace extérieur. Le bâtiment est vraiment intégré dans le tissu urbain. Il n'y a pas de cour, il n'y a pas de... On aurait pu créer un patio ou des choses comme ça. Ça aurait été vraiment un plus. Après, là où est placé ce site, à proximité, vous avez des parcs, vous avez le jardin de l'évêché, vous avez enfin, à Limoges, enfin, on dit toujours c'est la ville à la campagne, mais la campagne est aussi dans la ville, hein, c'est-à-dire que, je sais pas, même pas 100 mètres, il y a le jardin de l'évêché qui est très agréable, qui est pratiquement, il n'y a pas de grande montée à faire pour les personnes âgées, enfin, il est facilement accessible, il y a la cathédrale, donc c'est vrai que le projet en lui-même, on n'a pas pu offrir, c'est vrai, un espace extérieur, mais on sait que par son emplacement, il y en a plusieurs qui sont facilement accessibles. Mais je vous rejoins, ça aurait été vraiment un atout considérable voilà, à la qualité de la réalisation. Mais les caractéristiques urbaines n'ont pas pu le faire. Voilà, ça ne pouvait pas.